Oui, bonjour donc à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle contribution des 15e rencontres Actualité de Marx et Nouvelle Pensée critique. On continue nos travaux sur le thème de sortir du capitalisme, nécessité et possibilité. Et j'ai le plaisir d'accueillir effectivement un ami de longue date, Olivier Joulin, qui est revenu dans notre région après un passage dans la région Bretagne, si je me rappelle bien, et donc et qui va nous parler un petit peu d'un sujet qu'on aborde pas souvent, justement dans nos travaux, c'est pour la justice, comment sortir du capitalisme. À toi, Olivier. Bien. Alors, je vais commencer en disant qu'en tant que service public, comme les autres services publics, l'institution judiciaire voit ses moyens limités au point qu'actuellement, une protestation importante, sans précédent, s'est faite sur le manque de moyens. Et puis, pour rattacher le sujet à l'organisation Espace Marx, je citerai Marx, que j'ai lu comme Bourdieu, sans doute un peu quand même, puisque j'ai rencontré Bourdieu à l'École nationale de la magistrature et il me semble l'avoir entendu parler de Marx. Peut-être ne l'a-t-il pas bien compris, et je ne sais pas si c'est mon cas. Donc, Marx disait « L'intérêt privé est suffisamment rusé pour limiter et réglementer lui-même l'action de l'État, jusqu'à sa forme la plus limitée et la plus mesquine. L'intérêt privé abaisse l'État au niveau des moyens de l'intérêt privé. » Donc l'institution, mais comme tout service public, se voit contestée également comme une forme de force contre les excès du libéralisme ou du capitalisme, c'est-à-dire la corruption. Actuellement, un certain nombre de magistrats, notamment du parquet national financier, ont été mis en cause disciplinairement par un ministre, alors même que lui-même pouvait être mis en cause dans certaines affaires, ce qui traduisait un conflit majeur d'intérêts. Mais ça montre quand même une volonté d'éviter que la magistrature s'intéresse de trop près à la corruption et, je dirais, au pillage de l'économie. Nous sommes dans une république de l'entre-soi, de la connivence. Je cite là un article paru dans Le Monde par William Bourdon et Vincent Engart, qui disent « Il y a des croisements d'intérêts entre le privé et le public qui créent dans la pénombre des entrelacs d'intérêts personnels qui font de l'intérêt général un perdant. » Alors la justice, c'est d'abord un élément du pouvoir. C'est aussi un appareil d'oppression, surtout des plus pauvres, des étrangers, qui s'appuient alors en droit anglo-saxon sur la règle du précédent ou sur le conservatisme le plus strict, qui pénalise les mouvements sociaux et se voit par exemple imposer des barèmes pour limiter l'indemnisation des salariés dans le cadre d'un droit libéral, du laisser-faire, du laisser-aller, un capital pour le capital et d'un droit sécuritaire pour les pauvres. Voilà pour l'introduction de mon propos. Maintenant, je souhaite aborder d'abord une question de qu'est-ce que c'est que l'institution judiciaire. Et alors j'ai conscience qu'il y a il manque, on parle de citoyens, mais il manque chez nous puissamment d'une instruction civique. Produire du droit, c'est bien, mais avoir conscience et accéder au droit, c'est autre chose. Et donc, il y a une culture juridique qui manque et je voudrais faire quelques petits points. Alors, excusez propos juridiques, mais c'est un petit peu ma base de travail. On a un Conseil supérieur de la magistrature qui a été institué en 1946, qui ne peut trouver à se réformer pour devenir un véritable Conseil supérieur de la magistrature. Il a actuellement un pouvoir limité de nomination des magistrats. En réalité, il n'a pas de pouvoir de nomination, il n'a qu'un pouvoir de veto. Il peut dire non, telle proposition faite par le ministre, je ne l'accepte pas. Et ce pouvoir de nomination ne s'exerce qu'à l'égard des chefs de juridiction, ce qui est quand même un pouvoir relativement limité. Il a un pouvoir
qui est exercé par des représentants qui sont au Conseil supérieur de la magistrature, c'est moitié laïque, comme on dit, issu de la société civile, et moitié magistrat. Dans les magistrats, c'est 75% de magistrats issus de la hiérarchie. Et dans les laïcs, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil d'État, un avocat désigné par la conférence des barreaux, on a une désignation de la société civile qui est le reflet de la société politique, des pouvoirs politiques en question. Donc, un système actuel qui ne crée de légitimité dans la nomination des magistrats à tel et tel poste qu'une légitimité voulue par le pouvoir exécutif. Ensuite, il y a le pouvoir disciplinaire. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui l'exerce. Et encore, pour les magistrats du siège, il a un pouvoir de décision. Pour les magistrats du parquet, il n'a qu'un pouvoir de proposition. Et c'est le ministre qui décide. Donc, le dispositif disciplinaire, c'est toujours un outil de soumission. Avec, on l'a vu, pour le parquet national financier, les poursuites engagées par Dupond-Moretti, une volonté d'asservir, une volonté d'éviter que tel ou tel magistrat prenne une certaine indépendance. La saisine de l'institution disciplinaire qu'est le Conseil supérieur de la magistrature est l'apanage du garde des Sceaux, même si les chefs de cour peuvent saisir en théorie le Conseil supérieur de la magistrature, en réalité, ça ne fonctionne pas. C'est que le garde des Sceaux qui décide la saisine. On a ouvert, alors peut-être en avez-vous le souvenir, la possibilité pour les citoyens de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Par plainte déposée par un justiciable qui avait à se plaindre d'un juge. Les conditions qui ont été mises sont telles qu'en réalité, il y a extrêmement peu de plaintes de justiciables qui débouchent, puisqu'on demande au justiciable de faire l'instruction complète du procès qu'il entend faire au disciplinaire au magistrat, ce qu'il est en général hors d'état de faire. Et les conditions font que la commission d'admission des requêtes des justiciables, pour 95% des requêtes, écarte les dites requêtes. Donc, entre les mains du pouvoir exécutif de manière quasi exclusive, la procédure disciplinaire reste un seul moyen de pression. Et un moyen de pression efficace, un tiers des procédures disciplinaires ont été lancées contre les magistrats au cours des 13 dernières années, pour une histoire du CSN qui a tout de même 64 ans. Donc, on a une accentuation des poursuites disciplinaires qui ont une volonté de mise dans le rang des magistrats. Ensuite, le pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire est soumise au pouvoir exécutif. Je citerai là Emmanuel Macron qui a dit en 2021 « La justice est une autorité, pas un pouvoir. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir. » Ce qui est contraire quand même aux idées de Montesquieu qui sont en principe le socle républicain. Alors pourquoi elle est soumise au pouvoir exécutif? D'abord parce que un autre point qui est important, c'est le recrutement des magistrats et leur formation. L'École nationale de la magistrature, où j'ai été enseignant, c'est un établissement public qui a un directeur qui est nommé par le pouvoir exécutif. Je dirais même par le président de la République en réalité, où on laisse peu la place à l'indépendance. La formation des juges, surtout actuellement, c'est une mainmise des logiques libérales et des techniques de management. Il est difficile, alors, il y a une certaine époque on pouvait inviter Pierre Bourdieu à l'École nationale de la magistrature, je ne suis pas sûr que ce soit encore possible. Il y a une volonté d'en faire une école du savoir-faire, de la création de la bonne trame pour répondre de manière quasiment automatique au flux des demandes présentées par les justiciables et c'est un petit peu éloigné d'une réflexion générale sur le sens de l'application du droit. La nomination des juges, je l'ai dit, c'est la mainmise du pouvoir exécutif, de la direction des services judiciaires et aussi une gestion absolument calamiteuse des ressources humaines. La magistrature est le corps en France
c'est un des indices par rapport au statut proche de la fonction publique, où la mobilité est la plus importante. Le magistrat reste en poste 4, 5 ans, 6 ans. Cette rotation, sans doute destinée à éviter une forme de complaisance et d'enracinement qui peut être corruptif dans un monde d'entre-soi, a aussi, je dirais, des effets relativement importants, parce qu'on est toujours en train d'attendre le poste suivant, et donc, en fonction de ce poste suivant, de répondre aux attentes implicites formulées par le pouvoir. Bien, voilà donc la situation française d'une justice institutionnellement sous la dépendance de l'exécutif. Y a-t-il un espoir au niveau européen? La communauté européenne, devenue Union européenne, elle s'est d'abord articulée autour des questions économiques, le charbon, l'acier, l'agriculture, avant de placer l'Union sous le signe des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme est entrée en vigueur en 1953. La Cour européenne des droits de l'homme, installée en France, à Strasbourg, n'a été créée qu'en 1959, et la France a ratifié la possibilité de saisir par un justiciable la Cour européenne qu'en 1981, un acquis au moins de la gauche de l'époque. Et cette juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme, n'a pas la possibilité de modifier des décisions ou des textes législatifs ou réglementaires, mais seulement de condamner un État à indemniser un requérant ou à recommander des modifications de texte. On voit là, et là c'est aussi une articulation de ce qu'est le capitalisme et de ce que serait le communisme. En ce qui concerne l'économique, la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle a été installée en 1952, donc avant la CEDH, et qui a pour pouvoir d'interpréter les dispositions européennes essentiellement d'ordre économique, elle peut statuer en interprétant les textes européens, en annulant les textes de droit interne qui sont contraires aux textes européens, par des recours en manquement ou des recours en annulation. Elle veille à ce que la législation de l'Union européenne soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays. Mais pourquoi? Pour les affaires économiques. Le droit que traite la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le droit de la concurrence, les aides de l'État, le commerce, l'agriculture, les marques commerciales. Là, il y a un droit effectif, accessible et qui fonctionne. On le voit, il n'y a pas une justice européenne qui veille directement au respect des droits fondamentaux. En matière pénale, on n'en est qu'à un stade de collaboration et d'entraide. Et lorsque les États ne respectent pas les droits fondamentaux, ce qui est le cas par exemple actuellement en Pologne, des juges sont destitués, d'autres ont été nommés de manière illicite, notamment à la Cour suprême et au Conseil de la magistrature, où une campagne de dénigrement a été orchestrée par le ministère de la Justice en comparant les juges indépendants à des collaborateurs nazis, alors qu'ils devraient être, je cite le ministère de la Justice polonais, toujours du côté de l'État. Donc les institutions européennes, elles apparaissent incapables de sanctionner effectivement ces dérives totalitaires. Si vous avez suivi le volet disciplinaire de la réforme en Pologne, le volet disciplinaire de sanction des magistrats a été considéré comme non conforme par le droit européen et par la Cour européenne des droits de l'homme et par la CJUE. Mais quelle a été la sanction? Ça a été constaté en 2021. La sanction, c'est qu'en 2022, on envisage en 2023 de supprimer des subventions à la Pologne. C'est faible. C'est pas efficace. Et nous sommes actuellement, donc la Pologne conteste cet arrêt et elle estime que c'est une ingérence dans son gouvernement. Et actuellement, c'est la même chose dans d'autres États, à Malte, dans une moindre mesure, en Hongrie également. Donc même si l'article 2 de l'Union européenne qui affirme que l'Union est fondée sur les valeurs de l'État de droit, ce dernier est bafoué
comme en Hongrie, comme en Bulgarie, et peut-être bientôt avec l'émergence des droites nationalistes et néolibérales en Suède ou en Italie. Les logiques du marché, en revanche, de la concurrence, du droit des marques, tout cela est assez bien encadré aux côtés des droits humains. Alors, il en va de même également au niveau de la justice fiscale. C'est ainsi que récemment, au nom du respect de la vie privée, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé une disposition de la directive anti-blanchiment qui permettait au grand public de consulter les registres des bénéficiaires enregistrés en Europe. Autrement dit, qui est le vrai patron de l'entreprise qui fait du profit ou qui d'ailleurs touche des subventions ou qui fait des déclarations sociales en Europe. Cette question du qui, où va l'argent, qui dirige l'entreprise, une question absolument fondamentale pour savoir s'il y a du blanchiment ou s'il y a un homme de paille. Donc, une corruption, un État contraire à l'État de droit. La Cour a estimé que l'accessibilité de tout un chacun au registre bénéficiaire des sociétés créées dans l'Union européenne allait à l'encontre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et la protection de données à caractère personnel. Donc une disposition anti-blanchiment qui avait été soutenue, approuvée par de nombreuses ONG, qui permettait simplement de connaître le nom du dirigeant officiel d'une entreprise et donc de vérifier s'il ne s'agissait pas d'un homme de paille. Inutile de vous dire que 7 heures après la décision, le Luxembourg suspendait tout accès à ces registres commerciaux. Donc voilà, côté richesse, côté exonération fiscale. L'autre côté de la facette, c'est la paupérisation de la justice comme un mode libéral de traitement d'une institution dont le pouvoir est craint, est contesté et mis à l'écart. Je voudrais faire un petit point sur un vocable que vous avez dû déjà entendre, c'est la notion de gouvernement des juges, qui est une chimère régulièrement agitée. Dans son sens historique, la crainte des jugements de cour et du gouvernement des juges, elle est présente dans l'esprit des révolutionnaires de 1789. Le législateur de 1789 croit que tout peut être dit clairement dans la loi, que le juge n'est que la bouche de la loi, mais sans pouvoir d'interprétation. D'ailleurs, le législateur de 1789 crée un système de référé législatif. Quand le juge ne comprend pas la loi, il interroge le législateur en lui demandant « Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Bien évidemment, le pouvoir d'interprétation, c'est le cœur du pouvoir du juge. Et nous savons maintenant, en tout cas personne ne niera, qu'un texte de loi est susceptible évidemment d'interprétation. Il est rarement d'ailleurs univoque. Un texte de loi, c'est souvent un empilement de textes chronologiquement avec des majorités au sein du Parlement qui peuvent varier, des intentions qui peuvent bouger. Actuellement, nous avons une école américaine qui fonde les règles d'interprétation de la Constitution américaine et qui est dominée par les juges conservateurs américains qui considèrent que l'interprétation de la Constitution américaine doit être faite dans le sens que le constituant a eu en 1786. Donc, quand on dit les hommes sont égaux, on entend bien les hommes, ça veut dire pas les femmes. On entend les hommes blancs, pas les hommes noirs. Les hommes sont libres, mais pas les esclaves. Donc, vous voyez, la notion d'interprétation restrictive peut aboutir pour les juges américains à dire le droit au mariage, oui, mais pas pour tous. Le droit à l'avortement, non, ce n'est pas constitutionnel. Je citerai, donc pour illustrer, Jean Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, il dit « Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. » Et le terme gouvernement des juges
il a été également utilisé, parce que c'est un élément sémiotique utilisé d'un côté comme de l'autre, pour critiquer des juges de gauche. C'est Édouard Lambert qui, dans son livre « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis », montrait comment un juge pouvait privilégier son interprétation personnelle au détriment de la lettre de la loi. À l'époque, la loi sociale venait contrarier les efforts conservateurs des juges qui interprétaient alors la loi sociale de la manière la plus évidemment conservatrice possible. On le voit, la défiance à l'égard des juges, c'est historiquement une défiance à l'encontre d'un puissant conservatisme des juges, résistant à la mise en œuvre de textes novateurs. Et donc, c'est bien quelque chose dont on doit aussi se garder. Alors, désormais, la crainte du gouvernement des juges, c'est quelque chose qui est l'apanage d'une droite plutôt conservatrice. C'était le titre d'un ouvrage de Jacques Médecin, La République des juges, en 1996. Alors, Jacques Médecin, il a été mis en examen. Il avait une résidence à Beverly Hills, une fortune absolument considérable. Il avait créé 3 associations à Nice qui étaient des pompes à fausses factures qui ont permis un enrichissement extrêmement important. Et il a fini sa vie en Uruguay où il s'est réfugié après les poursuites pénales engagées contre lui. Donc, on a cette notion-là, on a cette notion de juge rouge qui s'est développée. Alors, je fais partie du syndicat de la magistrature, hein, donc je suis un juge, peut-être pas complètement rouge, mais rouge. Le syndicat de la magistrature s'est créé en 1968 et il a contribué notamment à l'émergence de l'École nationale de la magistrature qui a été créée en 1972. Il a s'est réinstrumenté dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des décisions de rupture qui ont valu des poursuites disciplinaires d'ailleurs à un certain nombre de magistrats du syndicat de la magistrature, mais aussi de faire une approche nouvelle du droit. On se souviendra par exemple, peut-être vous en souvenez, de l'incarcération en 1976, je crois, d'un patron, Chaperon, par le juge de Charette, qui reprochait à ce patron qui dirigeait une entreprise chimique appartenant au groupe Charbonnage de France un certain nombre d'accidents du travail dont la répétition et le non-respect des règles de sécurité laissaient supposer que le patron en question avait un grand mépris pour la vie de ses ouvriers. On sait ensuite qu'il y a eu un certain nombre d'affaires dites politico-financières, l'Urba, l'affaire Noire, l'affaire Breton, l'affaire Bernard Tapie, Tiberi, Clearstream, plus récemment Bismuth ou Big Malion. La réaction des politiques a été, à ce moment-là, d'une part, de multiplier les textes de procédure pénale pour rendre celles-ci extrêmement sophistiquées lorsqu'il s'agit de poursuivre les puissants, de tenter de supprimer le juge d'instruction, et évidemment l'individu trop puissant à l'égard des politiques. Alors, c'est la fonction que j'enseignais à l'École nationale de la magistrature, la fonction de juge d'instruction, ou encore de contourner le système judiciaire ou de faire qu'il s'enlise quand vous voyez que les affaires actuelles, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy fait l'objet, vont être jugées en appel en décembre et que la Cour de cassation se prononcera pour certaines dans un certain nombre d'années et que certaines affaires datent de 2002. Donc 20 ans après, toujours les mêmes, qui crient au laxisme des juges par ailleurs, hein, quand il s'agit de poursuivre les pauvres, et qui revendiquent pour eux la seule justice qui existe, celle du suffrage universel. Ils n'ont peut-être pas complètement tort. Ils opposent la légitimité démocratique à la légitimité institutionnelle des magistrats. Mais on sent bien là, quelque part, quand à Marcel Dassault achetait les voix qui lui permettaient d'être élu, il y a quelque part quelque chose qui est tronqué. Quand on poursuit un candidat à la présidence de la République qui avait des dépenses électorales égales au double de ce qui était autorisé, on voit bien que le moteur de l'argent
peut-être a une influence sur le résultat démocratique. Autre point que je souhaite aborder, c'est la question du budget de la justice. L'un des moyens de contenir l'action de la justice, c'est aussi d'assécher ses moyens humains et budgétaires. Nicolas Sarkozy, toujours lui, a fait conduire une réforme de la carte judiciaire dont vous avez entendu parler par Rachida Dati, qui a consisté à supprimer une centaine de juridictions et un certain nombre de postes, et qui a limité le nombre de magistrats et le nombre de fonctionnaires. Donc là, le résultat, c'est une paupérisation de la justice avec un discours managérial de rendement qui a été porté par les chefs de juridiction, avec un budget de la justice qui est l'un des plus pauvres d'Europe. On consacre actuellement à peine plus de 60 € par habitant au budget de la justice. Ce budget, il est de 180 €, 3 fois plus en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et on détruit là un service public, une paupérisation qui s'accompagne également d'une privatisation. Alors, ce qui est quand même relativement intéressant, parce que la justice, on le reconnaît, c'est un pouvoir régalien. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui est au cœur de l'État. Je disais, justice, c'est aussi une émanation du pouvoir. Et quand on paupérise la justice et quand on privatise la justice, on porte atteinte, l'État porte atteinte lui-même à ses pouvoirs de régulation. Donc, on avait, je le cite, un discours lénifiant de Rachida Dati qui date de 2008 sur le fait que le service public ne fait pas bien les choses et que le service privé le fera mieux. Et que c'est dans ce cadre-là qu'on a conclu des partenariats publics-privés pour la construction de palais de justice, comme Rouen ou Paris récemment, c'est un partenariat public-privé avec Bouygues, mais également des centres de détention, des prisons, Nantes, Lille, Réau en Seine-et-Marne, Riom, Valence, Beauvais, plus récemment. Tous ces partenariats publics-privés, c'est déléguer la fonction régalienne de la justice à des personnes privées. Je citerai là Madame Taubira, lorsqu'elle était ministre de la Justice et qu'elle a abandonné un certain nombre de partenariats publics-privés, elle n'a pas pu les abandonner tous. Si les marchés auraient été bénéficiaires de pénalités. Elle disait « Ce système est une fausse économie, une facilité que s'octroie l'État qui engage des investissements sans faire l'effort de les payer dans l'immédiat, sauf qu'ils seront tout de même financés et pour beaucoup plus cher, puisque les partenariats publics-privés coûtent entre 3 et 5 fois plus cher au terme des règlements effectués par l'État. » Donc, ce qu'a dit Mme Taubira le 31 octobre 2013. Donc, on appauvrit, mais on crée aussi une hémorragie du budget judiciaire par des partenariats qui enrichissent les grands groupes privés. Donc, je ne parlerai pas, puisque c'est, je pense, dans vos têtes actuellement, compte tenu des débats qui ont eu lieu sur ces questions, de la disparition des grands corps d'inspection et de l'importance de ces hauts fonctionnaires chargés du contrôle, qui sont remplacés par des cabinets d'audit qui viennent se substituer à eux pour des coûts d'ailleurs parfois inexpliqués, dans un contexte où on dit on a besoin de moins de fonctionnaires, il faut limiter le nombre de fonctionnaires, mais où on va dispenser l'argent public au profit de personnes privées dont le mode de fonctionnement est une gestion capitaliste de l'entreprise État. Je vais citer William Bourdon à nouveau. Ces croisements d'intérêts entre le privé et le public créent dans la pénombre donc des entrelacs d'intérêts personnels qui font de l'intérêt général un perdant. Le renoncement du gouvernement face aux lobbies provenant de l'agrobusiness, de l'industrie chimique, des laboratoires pharmaceutiques ces dernières années en sont une terrible duplication. Le voile commence à peine à se lever sur l'endogamie qui est au cœur de la délégation par l'État de certaines de ses missions essentielles à des cabinets de conseil, au risque de brimer les missions de service public hâtivement privatisées. On a d'autres modes plus rampants de privatisation. Je voulais en citer un qui est
qui a l'apparence d'une modernité bienveillante. C'est l'obligation préalable de médiation qui est instituée dorénavant comme limite de l'accès au juge. Peut-être quelque chose qui passe un petit peu inaperçu, mais qui apparaît, je le dis, bienveillant. Dans un certain nombre de procédures, on va expliquer que le juge qui a été paupérisé, qui a un surcroît de travail avec un effectif moindre et un personnel moindre pour sa tâche, il faut le débarrasser. Bien évidemment, il ne peut pas tout faire. Donc, on va le débarrasser d'un certain nombre de contentieux. Contentieux des banques, le contentieux de la consommation, du crédit, du logement, de l'aide sociale, de la sécurité sociale. Et tous ces contentieux-là, on va faire passer préalablement par le prisme d'une médiation. Les banques ont les assureurs ont très vite compris, comme c'était utile d'avoir un médiateur qui va rapidement proposer une solution à votre litige plutôt que de passer devant un juge indépendant. Médiation qui, dans un certain nombre de cas, c'est le cas actuellement par une procédure qui va se généraliser pour les procédures de divorce, est une médiation payante, déléguée à un service privé. Il faut compter entre 600 et 1500 € pour une médiation dans le cadre d'un contentieux familial. Passage obligé qui vous interdit d'aller directement devant le juge. Donc, sous prétexte d'un accès plus simple, plus rapide, la médiation obligatoire renchérit le coût des contentieux. Et il n'est pas démontré. D'une part, que ça facilite les choses. En fait, vous avez un échelon supplémentaire, ni que ça l'accélère, parce que la médiation, ça prend un certain temps, et ni que le résultat soit un résultat satisfaisant sur le plan du respect des droits. On a un mode, donc là, un mode nouveau de privatisation de la justice. Autre point, alors là, je vais rejoindre des discours plus communs, c'est la notion de justice instrumentalisée, avec cette notion de répression du faible et l'exonération du fort. On a un contexte qui a été posé par l'extrême droite, qui est le discours sécuritaire. Alors que les criminologues sérieux notent une baisse tendancielle de la délinquance, avec une diminution notable des crimes les plus graves, alors qu'aucune analyse scientifique ne permet d'attribuer plus d'agissements illicites aux étrangers, le discours de l'extrême droite, depuis plus de 50 ans, a forgé un sentiment d'insécurité. Pesons les mots, sentiment d'insécurité, ce n'est pas une réalité. Ce n'est que la manière dont on veut vous faire croire que vous vivez, amenant les gouvernements successifs à accentuer la répression avec une explosion du nombre de détenus, une dégradation corrélative des conditions de détention, un effort budgétaire en direction de l'administration pénitentiaire. Alors, c'est le budget de la justice, c'est un budget en trompe-l'œil. Il augmente, mais la part du pénitentiaire augmente plus vite que la part du judiciaire. Une augmentation importante des budgets des forces de sécurité intérieure, c'est la dénomination maintenant pour les forces de gendarmerie et de police, au détriment de l'institution judiciaire qui se trouve étranglée par une masse considérable d'affaires qu'elle ne peut traiter qu'en mode dégradé. Le mode dégradé, c'est quoi? C'est une multiplication de procédures simplifiées qui s'affranchissent des règles citoyennes qui sont notre protection, des procédures simplifiées et accélérées, la comparution immédiate, ce qu'on appelait les flagrants délits. La comparution immédiate devient un mode extrêmement important de traitement, mais également les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est le plaider coupable à la française, avec des déferments, où on vous dit, vous plaidez coupable, on vous donne immédiatement votre ticket pour la prison, mais vous ne vous donnez pas beaucoup, vous acceptez la peine, et puis on débarrasse le juge d'un temps de procédure relativement important.
On a également une multiplication d'un dispositif qui s'appelle les amendes forfaitaires. Alors, on le connaissait pour la circulation, vous savez, les flashs, les radars, maintenant les feux rouges également. Bientôt le non-respect de l'obligation d'assurance, puisque les lecteurs de plaques qui permettent immédiatement raccorder au logiciel des assurances de vérifier si le véhicule qui circule est assuré ou pas. On peut donc directement vous. Mais également maintenant, ces systèmes d'amende pénale forfaitaire à la consommation de stupéfiants ou au petit trafic de stupéfiants ou un certain nombre d'infractions de pauvres, ou de gens qui vont se faire bêtement arrêter dans la rue. Et il y a une logique libérale à ce discours sécuritaire, car ce discours va en plus renforcer largement ce qu'on appelle le marché de la sécurité. Une multiplication des services de sécurité, de gardiennage, des polices privées, mais aussi du matériel de surveillance, d'alarme ou d'armes, qui vient se développer de manière extrêmement importante. D'ailleurs, un des criminologues dont le nom m'échappe actuellement, Bauer, oui, ça y est, le nom m'est revenu immédiatement, est aussi un spécialiste des systèmes de sécurité. Bien sûr, il y a, alors là, je suis dans un sujet que vous maîtrisez sans doute aussi bien que moi, la pénalisation des mouvements sociaux. Recourir à la pénalisation des luttes, c'est enfermer dans l'inégalité toute pensée contestataire et stigmatiser un mouvement social fait de lanceurs d'alerte qui usent de la liberté de contester l'ordre établi. Là, je cite une motion qui a été votée par le Congrès de mon syndicat la semaine dernière. Contis, les syndicalistes de Roanne, les Gilets jaunes, les militants de la ZAD en résistance contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, triste continuité que celle de la répression du mouvement social, qui n'est permise que par le développement d'un arsenal policier renforcé en effectifs, en armement, y compris des armements aux conséquences létales possibles, ainsi qu'en moyens de surveillance. Alors pour l'instant, on interdit encore aux policiers de se servir de drones. Enfin, ça viendra sans doute un jour. Un arsenal juridique qui permet de poursuivre toute participation à un attroupement armé. Alors une arme, ça c'est une arme par destination, si je l'utilise comme arme. Donc un attroupement armé, si vous voulez, c'est un attroupement. Un attroupement, c'est une réunion, c'est une manifestation. Il y a une résurgence aggravée des dispositifs qu'on avait réussi à annuler de la loi anti-casseurs, dans le cadre de procédures d'urgence qui sont désastreux pour les droits de la défense, mais efficaces pour frapper par l'exemplarité. Cette pénalisation, elle est aussi renforcée par un changement de la philosophie politique des interventions policières. Je vais citer là Danielle Tartakovsky, qui est une historienne spécialiste des mouvements sociaux, et qui dit qu'il y a un retournement de la stratégie de maintien de l'ordre. Alors qu'elle consistait jusqu'en 2005 en une mise à distance des manifestants, elle a glissé vers une doctrine axée sur l'interpellation et le corps à corps. D'abord sur le terrain des révoltes de banlieue, puis de mobilisation contre le CPE. Cette tactique a ensuite été employée massivement lors des manifestations de 2016 contre la loi El Khomri. Malgré les risques physiques beaucoup plus importants qu'elle entraîne, il faut remonter à la guerre d'Algérie pour retrouver des précédents, bon, quoique plus dramatiques au moment de la guerre d'Algérie. Tout ceci, on le voit maintenant, les manifestations se finissent par un nombre de blessés important. Dans un contexte où, et là peut-être ça n'a pas attiré l'attention de l'opinion en général, d'une modification du statut et de l'organisation de la police nationale, qui est faite d'ailleurs, le directeur général de la police nationale est un ancien préfet de Sarkozy, dans un esprit simple. Une seule police qui dépend du ministre de l'Intérieur, bien sûr. Plus de police judiciaire, en tout cas un effacement de la police judiciaire qui dépendait plus ou moins du procureur de la République. Un corps dans la main du ministre de l'Intérieur. Bon, on peut avoir une toute confiance en M. Darmanin pour respecter les droits des citoyens.
Les dispositifs ensuite qui nous intéressent, les dispositifs judiciaires de répression de la précarité. Et ça, c'est nouveau. Bon, pas tout à fait. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui voulait poursuivre les occupations de halls d'immeubles, pénaliser les prostituées pour racolage passif. Je me souviens quand on votait le texte relatif au racolage passif, on se demandait ce que c'était que le racolage passif. Et il y avait un député sarkozyste qui avait expliqué une jeune femme qui est en mini-jupe à un abribus, c'est du racolage passif. Et je voyais ma fille partir, elle avait 20 ans à l'époque, 25 ans à l'époque, à une soirée en bus, et elle était en mini-jupe, et je me disais, ciel, ma fille commet des infractions. Donc, l'idée quand même générale, c'est de poursuivre le plus faible. On avait, à l'époque, moi j'avais fait un article pour la CIMAD qui s'appelait « La chasse à l'étranger ». Tout un dispositif pour poursuivre l'étranger sans papier. Alors, l'étranger qui ne devrait voir sa situation analysée que sous un angle civil, voit pénalisé. D'abord, on lui demande des papiers. Ça m'a toujours amusé, ça. Quand on voit un étranger arriver, il a plein de papiers. Il a un lot d'articles de journaux, de pièces d'identité, de documents d'état civil, d'éléments sur son histoire et son passé. Il se balade avec enfin, beaucoup plus de papiers que nous. Et on lui dit qu'il est sans papier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le bon papier. On a un système de pénalisation avec les centres de rétention administrative qui sont en fait des centres de détention, avec les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec la sanction pénale du non-respect de l'OQTF, qui est extrêmement importante. Mais il y a également, c'est nouveau, plus récent, la volonté de sanctionner des chômeurs ou les allocataires des minima sociaux. Tous ces objectifs reliés à une même philosophie, réprimer le faible. Et c'est dans ce contexte, pourtant, qu'avait été votée, on s'en souvient, la loi Dallot, qui était après la loi Besson, qui visait à permettre d'exercer ce qu'on appelle le droit au logement opposable, et qui permettait de mettre les institutions face à leurs responsabilités de construction de logements sociaux, d'accès au logement, qui est quand même un des premiers droits du citoyen, avoir un toit. Alors, ce système de législation de plus en plus complexe, de plus en plus dilué dans d'autres obligations, notamment environnementales, avec la loi Allure et la loi Elan, il s'agissait quand même d'assurer une mixité sociale dans les parcs de logements sociaux. Il s'agissait de favoriser le logement social, de mettre un terme au logement indécent, aux passoires énergétiques. Et qu'est-ce que ça devient maintenant? Actuellement, on a un texte proposé pour pénaliser le fait qu'un locataire occupant sans droit ni titre expulsé refuse l'expulsion, ne s'en va pas de lui-même. Ça devient une infraction pénale. On a évidemment les actions policières contre les squats, y compris quand ces squats sont des occupations d'immeubles laissés à l'abandon par des propriétaires fortunés qui n'entendent en faire que un élément de leur patrimoine. Donc, une volonté de punir des locataires accidentés de la vie qui ne se plieraient pas à une décision d'expulsion, de sanctionner des sans-abri, faute de solution de logement, qui deviennent des squatteurs. Ces textes portent gravement atteinte au pouvoir constitutionnel des juges, notamment en leur interdisant de vérifier la créance locative ou d'accorder d'office des délais aux locataires ou aux occupants en grande difficulté. Je vais évidemment parler d'un autre sujet qui est à la mode, c'est la notion d'éco-terrorisme, les nouvelles bases pour une répression, parce que ça illustre bien cette dérive. Et là, je vais citer une militante écologiste qui a été citée par France Bleu à propos d'un procès dans les Deux-Sèvres. Non, c'est pas ça, c'est pas la bonne source, c'est en Corrèze que ça se passe. Elle rapporte ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a été accusée de faire partie
d'une association de malfaiteurs parce qu'elle fréquentait des écologistes supposés radicaux. Je la cite. Cet acharnement policiaro-judiciaire, elle a été placée sous contrôle judiciaire, sur des personnes dont les opinions politiques dérangent le pouvoir et ou la politique capitaliste. La stratégie utilisée est la terreur, avec une mise en scène délirante lors des arrestations, des moyens démesurés, un budget incroyable qui serait tellement utile ailleurs, et puis des mois et des mois de privation ou de limitation de liberté qui feront dire à certains qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quand même depuis le temps. La terre chauffe, la violence contre les plus faibles s'accentue, les délires industriels grossissent, mais devant l'évidence de plus en plus visible de la folie du capitalisme, on muselle, on écrase, on défait les liens, on criminalise à tout va. Voilà cette institutrice qui était à la veille de sa retraite, qui a été placée sous contrôle judiciaire. Alors, elle était en Corrèze, département qui était limitrophe de deux autres départements qu'elle fréquentait. Impossibilité d'être en contact avec son ami, avec lequel elle avait des relations, impossibilité de finir sa dernière année d'enseignement, impossibilité d'aller faire ses courses au supermarché le plus proche, enfin, tout ça parce qu'elle était susceptible d'avoir échangé avec des milieux écologistes radicaux. Et une circulaire récente du garde des Sceaux appelle les procureurs de la République à une fermeté, alors je cite, face aux infractions commises dans le cadre de contestation de projets d'aménagement du territoire. Il faut poursuivre sans faiblesse, en réalité. L'aménagement du territoire, c'est les grandes bassines. Des écologistes hostiles à la création de ces méga-bassines. Et en introduction de cette circulaire, datée du 9 novembre 2002, le garde des Sceaux indique « Si la protection de l'environnement et la préservation de notre patrimoine commun constituent des sujets de préoccupation légitimes, les actions menées en marge des mouvements de contestation des projets d'aménagement du territoire portent atteinte à l'ordre républicain lorsqu'ils prennent la forme d'affrontements violents et de jets de projectiles dirigés de manière systématique à l'encontre des forces de l'ordre. » On n'a pas réussi à interpeller Alors, ça, c'est le propos du garde des Sceaux. Et on a le propos du procureur de Rochefort derrière. On n'a pas réussi à interpeller les personnes qui ont jeté des cocktails Molotov, ou les boules de pétanque sur les forces de l'ordre, ou celles qui ont tiré des mortiers. Mais cela n'a pas empêché d'attraire 5 manifestants devant le tribunal correctionnel de Niort et de dire dans ces réquisitions, ce n'est pas le rôle actif qui est incriminé, c'est la participation au mouvement qui a franchi les lignes de gendarmerie. Et les manifestants disent, mais pourquoi les gendarmes étaient là? Notre manifestation, elle était pacifiste. Au plus, il y aurait eu un démontage ou une destruction, mais s'il n'y avait pas eu de policiers, il n'y aurait pas eu de violence. Le tribunal de Niort, alors les prévenus ont refusé, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense, c'est assez récent, c'était le 28 novembre. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et on leur a refusé en leur disant que vous avez eu un mois pour préparer votre défense. Donc, ils sont sortis avec leurs avocats et le tribunal les a condamnés quand même en estimant que les prévenus ne pouvaient ignorer les violences qui se préparaient. Vous êtes coupable de ne pas avoir, de ne pas pouvoir ignorer des violences qui se préparent. Et les a condamnés à 2 ou 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Donc voilà côté la face obscure. La face lumineuse, c'est la dépénalisation de la vie des affaires. Vous avez un rapport excellent qui est encore accessible sur Internet, qui s'intitule « Dépénalisation de la vie des affaires ». Donc, vous pouvez contacter, je mets la référence dans mon texte. On sait, un des obstacles à la liberté d'entreprendre, c'est le risque judiciaire. C'est bien connu. L'entrepreneur dans une société libérale est nécessairement tétanisé dans sa volonté créatrice par le risque que font peser les juges sur ses investissements. Dépénaliser, c'est donc le grand objectif libéral permettant
d'assurer au mieux le fonctionnement du dogme, laisser faire, laisser aller, la main invisible, s'assurant finalement de l'équilibre de la machine économique. Les mauvais entrepreneurs feront faillite, les meilleurs feront fortune, les prix s'équilibreront grâce au mouvement de balancier entre l'offre et la demande. Et donc, tout ça implique une dépénalisation aussi complète que possible. Bon, néanmoins, la justice est têtue, elle a continué à poursuivre les escrocs, les voleurs, les corrompus. Et donc, l'autre moyen plus sournois de poursuivre la dépénalisation a constitué à diminuer notablement les effectifs des services spécialisés pour la poursuite des infractions économiques et financières, mais aussi pour de soumettre les poursuites pour fraude fiscale à l'aval du ministère de l'économie et des finances. Ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est l'article L228 du Code du livre des procédures fiscales, c'est une exception majeure au principe de la séparation des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif, le ministre des Finances, de l'économie et des finances, qui prend le pas sur le pouvoir judiciaire pour décider si oui ou non on va poursuivre quelqu'un qui ne respecte pas la loi fiscale. Alors évidemment, c'est préjudiciable à l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, mais ça prive également d'informations précieuses sur ces faits de fraude fiscale qui restent au sein du ministère de l'économie et des finances. C'est un obstacle donc qui n'est pas contrebalancé par des moyens donnés aux agents de l'administration pour réaliser des enquêtes approfondies. Entre 2002 et 2016, la Direction générale des finances publiques a perdu 37 600 emplois. Selon Gérard Gourguéchon, qui est président du syndicat national solidaire des finances publiques, qui écrit un article à ce sujet qui s'appelle « En finir avec l'impunité fiscale ». Donc voilà un domaine qui n'intéresse pas l'État. On estime que la fraude fiscale, c'est entre 60 et 80 milliards, voire 200 milliards d'euros. Ça n'intéresse pas. Et également, je le disais en avant-propos, avec une exacerbation du politique contre les juges travaillant au premier chef contre la corruption et qui s'est traduit par des poursuites disciplinaires qui n'ont heureusement pas débouché sur des sanctions à l'égard des magistrats du parquet financier. Et malgré une tentative en ce sens, donc le garde des Sceaux n'a pas pu interdire la nomination d'un magistrat au pôle économique et financier de Paris, mais la volonté était là. Alors, en guise de conclusion, parce que je pense que le temps tourne, je vais finir par le marxisme. Selon Jean Matisse, Marx se présente comme le réalisateur de la liberté, des droits de l'homme, atteint en réalité à la dignité et aux droits fondamentaux des droits humains, mais ne formule pas sa critique sous la forme d'un discours moral qui jugerait la réalité existante à l'aune d'un idéal de justice ou de moralité qui devrait se réaliser à travers des institutions du droit et de la politique. Donc le marxisme ne peut fondamentalement pas être formalisé dans le cadre d'une théorie de la justice, qu'elle soit formulée en termes redistributifs ou de reconnaissance. Peut-être alors qu'il s'agit de faire avant tout aujourd'hui, dit toujours Jean Matisse, en tant que travailleurs et travailleuses, intellectuelles, soucieuses d'émancipation, ce n'est pas tant de produire des propositions normatives plus ou moins concrètes, ni la formulation ou la reformulation d'une nouvelle théorie de la justice, que de se mettre à l'écoute des luttes réelles. Bon, je ne suis pas un spécialiste du marxisme, et j'ai bien conscience que l'idée de justice, le concept de justice, s'efface derrière ce qui apparaît comme un instrument du pouvoir. Mais là, je voudrais citer Chomsky et Foucault. Alors, c'est un texte de 1971. C'est donc au nom d'une justice plus pure que vous critiquez le fonctionnement de la justice. Mais si la justice est en jeu dans un combat, c'est en tant qu'instrument d'un pouvoir. Ce n'est pas dans l'espoir que finalement, un jour, dans cette société ou dans une autre, les gens seront récompensés selon leur mérite ou punis selon leur faute. Plutôt que de penser à la lutte sociale en termes de justice, il faut mettre l'accent sur la justice en termes de lutte sociale. Le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste. Le prolétariat fait la guerre
à la classe dirigeante parce que, pour la première fois dans l'histoire, il veut prendre le pouvoir. Et parce qu'il veut renverser le pouvoir de la classe dirigeante, il considère que cette guerre est juste. Alors, je dirais seulement, pour finir, comme Marc Florbet, on défendra ici la thèse selon laquelle les théories de justice viennent au contraire combler les lacunes du marxisme et que c'est ce qui fait leur caractère attractif pour la pensée progressiste contemporaine, en espérant ne pas avoir versé dans le social-libéralisme. Merci beaucoup. On aimerait bien poursuivre par quelques questions, mais je pense qu'on organisera peut-être une autre initiative, je dirais, qui nous permettra d'approfondir un petit peu les enjeux autour de la justice et l'utilité effectivement d'une justice. Alors, on pourra le poser au service de quel pouvoir? Aucun pouvoir, aucun pouvoir. Allez, vas-y, oui. En fait, dans un système judiciaire, il n'y a pas 36 solutions. La première solution, c'est la solution américaine, c'est le procureur qui poursuit. Le procureur, il est toujours, même si on dit qu'il est procureur indépendant, il est toujours dans les mains du pouvoir. Et dans ce dispositif-là, vous avez tout le système américain. Le système américain, moi je me souviens d'un échange qu'on avait fait entre procureur américain et procureur français. Procureur américain chargé de faire la synthèse de nos travaux disait « Si j'étais poursuivi en justice pour un crime, si j'étais coupable, je préférerais la procédure américaine. Si je suis innocent, je préfère la procédure française. » Pourquoi? Parce que le juge d'instruction, lui, n'est pas dépendant du procureur de la République. Il est indépendant. Il instruit, dit-on, à charge et à décharge. Le juge d'instruction, il fait pas ce qu'il veut. Il y a un cadre procédural extrêmement strict, mais il n'obéit pas à l'ordre du pouvoir exécutif. Alors, il peut être, je dirais, il est indépendant, sans doute, il peut être mu par une interprétation de la loi qui n'est pas correcte, mais au moins il y a cet avantage-là. Voilà. Donc, moi j'ai exercé aussi la fonction de juge d'instruction, hein, et notamment dans les matières économiques et financières, à la période dorée, hein, où on pouvait effectivement traiter des affaires et mettre en examen, mettre en détention des responsables d'entreprise, hein, ou des politiques. Maintenant, c'est quasiment terminé, ou en tout cas, c'est soumis à des aléas tels que il faut 10 ans, 20 ans, l'affaire Karachi, des années et des années et des années pour accoucher au bout d'années et d'années de procédure de condamnation insignifiante. Quand le détenu peut supporter d'ailleurs qu'il n'est pas médicalisé. Hein. Voilà. Donc, je dirais c'est un petit peu comme le propos sur la démocratie, qui est le plus mauvais des régimes à l'exception de tous les autres. Hein. Le juge d'instruction me paraît le meilleur système à l'exception de tous les autres, quoi, hein, pour les poursuites pénales. Si vous allez en comparution immédiate ou dans les anciens flagrants délits, vous avez à peine le temps de saisir votre avocat, qu'à peine le temps de voir un dossier, vous êtes pressé après la fatigue de 24 heures, 48 heures de garde à vue, d'avoir une issue et vous êtes condamné à des peines beaucoup plus importantes que si vous êtes un escroc, quelqu'un qui a commis des abus de confiance un peu complexes, qui va être jugé 4-5 ans après sans jamais avoir mis les pieds en prison. Oui. On voit aussi ça aussi un tiers plus dommage. On avait parlé au début de votre propos sur la question du barème Macron. Ça fait l'objet d'une lutte dans la jurisprudence de la classe là. Certains conseils de prud'homme et même des cours d'appel faisaient une interprétation du texte qui permettait de déverrouiller ce barème Macron et d'obtenir des indemnités
indemnisation supplémentaire au barème minable qui est retenu par le travail. Et là, on a vu au mois de juillet 2022, la Cour de cassation, s'emparant des textes internationaux et venant elle-même revérifier par Macron en interdisant au Conseil européen, mais surtout les cours d'appel, désormais de faire ce qu'on appelle des interprétations plus concrètes des situations. Et en France, au jour d'aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'on avait des... Il y a encore quelques jurisprudences dissidentes. Alors, il y a des jurisprudences qui... Oui. Et ensuite, oui, mais il y a encore un pouvoir d'imagination des juges. Heureusement, moi j'ai vu encore quelques décisions où alors on n'est plus sur l'indemnisation du licenciement. On fait un pas de côté. On dit, on ne va pas indemniser le licenciement, mais on va indemniser à côté le comportement de l'employeur qui n'a pas donné son salaire, qui a soumis le salarié à des conditions de travail épuisantes, qui n'a pas respecté les règles de sécurité, etc. Et donc, on va indemniser d'une part le licenciement, bien sûr, mais d'autre part la faute de l'employeur soi-disant externe. Hein, voilà. Bon, donc on ne fait des pas de côté en essayant de montrer par certaine manière, par l'absurde, que l'indemnité de licenciement telle qu'elle est prévue, surtout calculée en fait au nombre d'années, au temps de travail passé dans l'entreprise, sans aucune considération sur le préjudice occasionné par le licenciement, elle peut être compensée. Enfin, donc voilà, il y a un droit d'imagination qui peut continuer à se développer, grâce aux avocats aussi, peut-être, qui peuvent... avoir beaucoup d'imagination. On n'a pas d'éléments là, ce que je voulais dire, c'est que la Cour de cassation, dans ses arrêts, en interprétant soit la Charte sociale européenne, soit les textes de l'Organisation internationale du travail, elle avait la possibilité de dire oui, pour la peine, vous savez bien faire de l'interprétation des choses, et ça permet de dire. Et elle a eu tout à fait une interprétation extrêmement rigide, qui a consisté à dire bah non, j'applique l'OUT et je dis que le barème Macron est conforme, et je n'applique pas la Charte sociale européenne au motif, alors c'est un peu technique, qu'elle n'est pas d'application directe, alors que ce sont dans les deux textes internationaux, ce sont exactement les mêmes termes qu'on employait, c'est-à-dire l'indemnité adéquate. Et donc c'est un choix politique de la Cour de cassation de faire ça juste après que l'organisme en charge d'interpréter la Charte sociale européenne, qui s'appelle, je ne sais plus quoi, mais c'est un organisme qui est prévu de la même façon que ce qui existe pour la Convention européenne des droits de l'homme, parce que c'est des mêmes années. Et bien cet organisme venait de dire, dans une décision qui n'a pas d'effet obligatoire en France, il venait de dire très clairement à l'unanimité de ses membres que le barème Macron violait la Charte sociale européenne. Donc là, on a vraiment une construction prétorienne, jurisprudentielle, qui vient bloquer tout le processus que les juges ont essayé de mettre en place pour le dérouler. Donc il y a des limites. Il y aurait sur la question, il y aura un vrai travail d'étude à faire sur comment se forgent les décisions de la Cour de cassation. Et sous couvert d'une certaine ouverture de la Cour de cassation, la manière dont la Cour de cassation vient consulter les lobbies, en réalité, s'assurer auprès d'un certain nombre de partenaires, les banques, les assurances, de ce que sa jurisprudence pourrait éventuellement avoir des conséquences dommageables pour l'économie. Et de plus en plus, la Cour de cassation est soumise à ce champ de pression, comme le Parlement européen d'ailleurs. Hein. Il y a une espèce de rôle souterrain de lobby très puissant, hein, qui fait que, sous prétexte d'ouvrir la vue du juge, en réalité, on vient lui tracer un chemin. Voilà, donc, ouais, et là, du coup, on prive d'imagination. Bien.
Une dernière question, alors. Vas-y, vas-y. Ce qui se passe actuellement parfaitement bien décrit dans ces rouages, c'est-à-dire la mainmise, effectivement, privée, en l'occurrence, de pouvoir le multinational, des banques, etc., sur la justice, car entre autres, le pouvoir, bien sûr, ça vient quand même, c'est une déclinaison de l'accord général sur le commerce et services qui s'est quand même conclu en 1995. Donc là, on assiste, comme dans tous les services publics, de toute façon, à quelque chose d'extrêmement, comment dire, pernicieux, enfin, qui touche à tous les rouages, effectivement. C'est extrêmement compliqué, mais on est pris dans cette espèce de piège qui a été quand même formulé à un moment donné, en avant, et qui pose effectivement l'Union européenne comme une courroie de transmission de pouvoir néolibéral. Voilà, c'est une réflexion très intéressante. On peut ne pas être d'accord, je ne sais rien. Oui. Mais ceci dit, ça n'empêche pas qu'avant ça, la justice a quand même été le parent pauvre. Enfin, moi, j'ai travaillé 4 années en tant qu'expert aux tribunaux. Je devais 2 ans déjà dire que la justice était parent pauvre, des juges d'application des peines dire on n'a aucun moyen d'appliquer. Oui, en même temps, moi je dirais qu'il y a eu un mouvement parce que si on parle de la Ve République, en fait, De Gaulle, quand il a demandé à Michel Debré de travailler sur la Ve République, avait à l'esprit ce qu'était la justice sous Vichy. Et la justice sous Vichy, ça a été une justice qui a prêté serment au maréchal Pétain, qui a appliqué les lois anti-juives, qui n'a pas fait honneur à la notion de justice. Et donc, au moment de la constitution de la Ve République, il y a une volonté d'écarter les juges, qui sont pour la plupart d'ailleurs restés à leur poste et profiter d'un certain même avancement à l'époque. Ça, c'est le premier mouvement, c'est une défiance à l'égard des juges comme n'ayant pas été dignes de leur office. Puis il y a un autre mouvement, enfin le mouvement qu'a porté le syndicat de la magistrature à partir de 1968, qui est le mouvement de dire mais il y a quelque chose à faire, à saisir dans cet instrument du pouvoir qu'est la justice, pour lequel il y a eu un véritable développement entre 68 et 1990, on va dire 1995, d'une justice qui est devenue peut-être un petit peu plus attentive et un petit peu moins rouleau compresseur à l'égard des pauvres, des précaires, etc. Et la réaction actuelle, c'est pour ça que je trouvais que ça se situait bien dans la réflexion sur le développement du capitalisme, c'est que le nouveau rouleau compresseur, c'est un rouleau compresseur capitaliste sur la justice, avec ce que faisaient les juges d'instruction dans les années 90, c'est quasiment plus possible. C'est terminé. Et les affaires politico-financières, c'est quasiment terminé également, hein, ou alors sans effet. Est-ce qu'il y a des questions de pollution? Je travaillais en collège. Oui, oui. Le principe du fonctionnement judiciaire, c'est un fonctionnement collégial qui existe, je dirais, on se souvient le Parlement de Bordeaux, hein, c'est une institution collégiale, hein, qui a petit à petit perdu du terrain, aussi bien dans la justice administrative que dans la justice judiciaire, y compris pour les juridictions du premier degré que pour les juridictions d'appel, dans le cadre d'un discours de management, hein, sur le rendement. Il fallait aller plus vite, prendre plus de décisions. Donc, pourquoi discuter à trois de ce qui peut être décidé tout seul, hein, voilà. Avec un certain nombre de verrous, hein, parce qu'on a parlé des barèmes au prud'homme, mais on fonctionne aussi avec un certain nombre une tentation de fonctionner sur la barémisation, sur l'indemnisation des préjudices corporels, par exemple. Maintenant, on fonctionne sur un barème, hein. Donc, on dit, plutôt que de délibérer et d'être en collégial, vous allez travailler tout seul et puis on va vous donner quelques références à appliquer qui sont… Qu'est-ce que c'est qu'un barème? C'est une constatation sur le passé du montant d'une indemnité allouée pour une situation donnée.
ça veut dire qu'on est dans une situation antérieure. On fige, mais on se prononce 2, 3, 4 ans après. C'est-à-dire qu'au moment où on applique le barème, c'est déjà complètement obsolète, si vous voulez. Donc, et puis, on ne prend pas en compte les éléments du dossier parce qu'on va simplifier le dossier. On va faire une fiche perforée en disant là, vous avez telle chose, bon, ça vous fait tel et tel point. Donc, on a eu des soucis de management pour faire face à la paupérisation et on détruit la collégialité. Or, la collégialité, c'est aussi ça, la discussion, le travail en commun. Ça interdit aussi, je dirais, les décisions, je veux dire, la paresse intellectuelle. C'est plus compliqué de rendre une décision motivée que de copier la décision précédente. Donc, c'est une des revendications des magistrats, c'est de revenir plus généralement à la collégiale. Une question de moyens. Question de moyens, mais vraiment, c'est aussi un mode de fonctionnement. Bien, écoutez, c'est passionnant. Ça mériterait qu'on continue à débattre et à échanger. On va arrêter nos travaux pour ce matin et on les reprendra à 14h pour celles et ceux qui souhaiteront y participer. Est-ce que tu